Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Haute Définition. Bonsoir à tous. L'été dernier, l'exode des Rohingyas faisait la une de l'actualité. Le monde découvrait cette minorité musulmane de Birmanie. Elle chassée de ses terres par la junte militaire qui domine la région depuis des dizaines d'années. Un exode massif pour fuir les exactions de ces soldats bouddhistes qui, après avoir brûlé et saccagé les villages, ont violenté femmes et enfants et cherché à exterminer les hommes. L'ONU évoque un génocide et ils sont presque 700 000 à avoir ces 7 derniers mois trouvé refuge au Bangladesh voisin. Les organisations humanitaires ont à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme sur la situation catastrophique du camp bangladais de réfugiés de Kutupalong. Maël Benoliel s'est rendu sur place et vous propose ce soir de découvrir la dramatique réalité de cette minorité musulmane persécutée. Regardez. Au départ, il y a eu des attaques contre les forces de l'ordre birmanes. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве. Journalists don't have access to this part of the country, where the Burmese army are accused of burning thousands of homes. Ici, toutes les habitations ont été détruites par les flammes. Torture, executions, and rape. You start to see Myanmar's military moving. You can see them just past this settlement. They take up position on their side of the border. On the other side of the border, a huge, massive firing is going on. Population massacrée, femmes violées, villages brûlés. Les Rohingyas doivent fuir. En 3 semaines, plus de 400 000 personnes sont passées au Bangladesh. They should not have allowed the army or their law enforcement agency to attack the common people. Ces réfugiés exténués sont des Rohingyas, des musulmans de Birmanie poussés à l'exode. Se estima que cerca de 8.000 personas huyeron de Birmania y quedaron bloqueadas durante varios días en esta lengua de tierra. The Bangladeshi army is using a large chunk of land to build temporary shelters for Rohingya refugees who are fleeing the violence. Bangladesh described it as genocide, saying Myanmar should be tried in an international court. You couldn't exclude the possibility of acts of genocide on the basis of what we saw. Quelques mois se sont écoulés depuis que l'exode massif des Rohingyas a fait la une de l'actualité. Et pourtant, il semblerait qu'ils soient encore nombreux à être chassés de Birmanie et à se réfugier au Bangladesh. Nous décidons de nous rendre sur place. Et c'est à Cox's Bazar que nous atterrissons. C'est à quelques kilomètres de cette station balnéaire bangladaise que se trouve le camp de Kutupalong, où les Rohingyas ont été parqués. Nous partons à leur rencontre. En chemin, nous découvrons la rivière Naf. De l'autre côté de la rive, c'est la Birmanie. La rivière est une frontière naturelle entre les deux pays. Celle que des centaines de milliers de Rohingyas ont traversée ces derniers mois pour fuir les exactions de l'armée birmane. Certains y ont même perdu la vie. Arrivés côté Bangladesh, les survivants ont été recueillis et recensés par l'armée qui les a ensuite dirigés vers Kutupalong. Après quelques minutes en voiture, nous arrivons à l'entrée du camp de réfugiés. Une entrée gardée. Nous comprenons que les Rohingyas n'ont pas l'autorisation d'en sortir, comme les Bangladais n'ont pas celle d'y rentrer.
Les journalistes et les humanitaires, eux, s'engagent à ressortir en fin de journée, car à la tombée de la nuit, la sécurité dans le camp n'est plus assurée. Après avoir fait quelques centaines de mètres seulement, nous découvrons les tentes des nombreuses ONG sur place. Elles seraient plus d'une trentaine. Toutes les actions dans le camp de réfugiés sont coordonnées par les autorités bangladaises. Sont aussi présentes les organisations onusiennes, mais pas seulement. Quelques États sont rapidement intervenus en envoyant de l'aide humanitaire, comme la Malaisie, le Qatar ou encore l'Indonésie. Des pays musulmans venus en aide à la minorité musulmane Rohingya. Une empathie envers ce peuple qui a également motivé Ejaz Khan, un étudiant en médecine. Originaire du Népal, il est au Bangladesh depuis quelques années déjà dans le cadre de ses études. Musulman comme les Rohingyas, l'interne n'a pas hésité à se porter bénévole pour le compte de SSF. Sauveteurs sans frontières est une organisation humanitaire internationale basée en France qui sollicite médecins et secouristes du monde entier pour intervenir sur des catastrophes naturelles ou des crises humanitaires. Une foulée du chahut attire notre attention. C'est visiblement l'heure de la distribution de nourriture quotidienne. Ils sont en quelques minutes des centaines à faire la queue. Le docteur Khan nous rejoint et nous explique la situation. Yeah, this is the food distribution site for the Rohingyas, and it is supplied by the different UN agencies. For 15 days, they will get 10 kilo rice, 2 liters of oil, and 3 kg of lentils. And it is mainly with the army. Bangladesh army is conducting this program, as because it will be very crowded. People will, if suppose we are going to distribute, it will be very big problem. Des distributions de nourriture régulières donc, mais anarchiques, car tout ici relève du combat. Dans le meilleur des cas, seulement des bousculades. Les soldats bangladais, en tout cas, veillent au grain et n'hésitent pas à faire régner l'ordre, à leur façon. Le docteur Khan et son équipe arrivés la veille se rendent au centre sanitaire du camp. En chemin, ce qui frappe immédiatement, c'est la surpopulation. Le camp grouille de femmes et d'enfants, énormément d'enfants. Environ 400 000 mineurs vivent à l'heure actuelle à Kutupalong, dont 50 000 bébés de moins d'1 an. Et si les hommes se font plus rares, c'est que sur les 10 000 personnes tuées lors de la dernière vague d'exode, la majorité étaient des hommes. Une situation démographique qui inquiète le docteur Abdul Noor, le médecin coordinateur en chef des actions sanitaires du camp. Out of 800,000, 65% are female and children. They have a very big number of family members. Minimum family members is 7. There are a lot of reasons behind. Religious perspectives, the stigma, third things as because they lost everything, so to enhance their family, to make their family bigger, to fight anybody, so they need manpowers. So out of this 65%, 50% women are pregnant. More than 120,000 women now pregnant. Et voici déjà plusieurs mois que les autorités ont un objectif, le contrôle des naissances. Un réseau de réfugiés volontaires a donc été mis en place pour partir auprès de la population afin de la sensibiliser aux moyens de contraception. De la pilule à la stérilisation des hommes ou des femmes en passant par le préservatif,
tout est fait pour baisser le taux de natalité. So very popular is the injections. The depot injections is much more popular among the refugees, as because it's a 3 months course. So every woman who received it, she don't think about the 3 months. All the problems, all the pains, all the hazards are for the women. As a man, I have no problems. As a doctor, I can say this one. We are dominated as a man, fortunately or unfortunately. But why my wife will be suffer from this one? Why my sister will suffer? Why my daughter will be suffering? Et cette souffrance, le docteur Abdul Nour y est confronté depuis 25 ans. 25 ans qu'il est dévoué à la cause des Rohingyas. Who were since from 1992, before August 2017, it was 16,000 refugees are here. This is my oldest one. Now you can come here. This pink color is this one. Only. And rest of the A, B, C, D, E, F, G, H, up to Z. All these are the new refugee influxes. Et l'on comprend très vite que la situation ne date pas d'hier. Car si le monde a découvert l'horreur que les Rohingyas ont vécue fin août 2017, le plus horrible semble être le silence qui a régné sur un drame qui dure depuis 40 ans. Dès 1978, les Rohingyas ont fui les violences de l'armée birmane et se sont réfugiés au Bangladesh. Il y a eu ensuite 1982, puis 2012. Deux générations sont déjà nées dans le camp. Des centaines de milliers de personnes sans statut, sans nationalité, sans terre, avec l'interdiction d'habiter ou de travailler en dehors de Kutupalong. Et voici la partie la plus ancienne de ce camp de réfugiés, qui ressemble à un village typique de ce pays, qui est l'un des plus pauvres au monde. Un village avec ses marchands. Son marché où on trouve toutes sortes de légumes. Ces boutiques comme cette pharmacie ou encore cette épicerie. On y croise des hommes en train de boire leur café ou de manger dans l'un des restaurants locaux. Certains enfants ont la chance d'aller à l'école mise en place par le Haut Comité aux réfugiés de l'ONU. D'autres étudient dans des madrasas, des écoles coraniques. Les terres sont cultivées. La vie semble suivre son cours pour ces femmes, ces hommes et ces enfants qui ont dû tout reconstruire à leur arrivée ici. Mais depuis le dernier exil de l'été 2017, les autorités tirent la sonnette d'alarme. La situation sanitaire est dramatique au sein des 650 000 nouveaux arrivés. Selon l'ONU, il s'agit de l'une des plus graves crises humanitaires du XXIe siècle. Nous retrouvons Ezaj et l'équipe de SSF qui partent à la rencontre des réfugiés qui ont besoin d'aide médicale. We have to cover all the areas
and see if there is any condition that we can treat here, and then we will treat. Because there is a lot of work. Huh? Yes, lot of work. Et plus nous nous enfonçons dans le camp, et plus nous comprenons l'ampleur de la situation. Kutupalong n'est autre qu'un bidonville géant. Le camp semble s'étendre sur des kilomètres. Difficile d'en voir la fin. Les abris se résument à des bâches en plastique consolidées par des bambous. Des abris que les familles se sont confectionnés elles-mêmes. Un camp sur des collines en terrasse. Difficile d'imaginer qu'une forêt d'arbres de caoutchouc recouvrait ce parc national il y a encore quelques semaines à peine. Un peu partout, des points d'eau ont été installés ces derniers mois. Des puits d'où est pompée l'eau pour boire, cuisiner et se laver. Une eau qui serait pourtant largement contaminée, car les équipements sanitaires, eux aussi installés par centaines, s'apparentent plus à un tout à l'égout qui contamine les sols. Il règne ici une odeur nauséabonde. Et l'urgence est là. Pas simple pour les équipes humanitaires d'intervenir. Des heures et des heures de marche sont nécessaires pour aller soigner les populations malades. Et sur le chemin, les témoignages se ressemblent tous. Salam alaikum. Your name is Amin? Ami? Amin. Muhammad Amin. Muhammad Amin. Your name is Abdul Hamid. Abdul Hamid. Your name is my mother, Mahmoud Hatu. Mahmoud Hatu. Mahmoud Hatu. And you? Muhammad Russell. Mohamed Russell. You speak very well English. Yeah, I speak in English. Mais derrière les sourires, les traumatismes, comme ceux de cette famille, arrivée il y a quelques mois, au moment de la dernière vague de violence. মুসলমান রাষ্ট্র বলে হয় না হিন্দিলা হয় না আর এটা আসি মানে জানান অপেক্ষা করি বলে আসি রে জানান বসি চাই বলাই জানার কারণ তো না আর এটা আগি গুদে রে জানান না আর বসি চাই বলাই Thank you very much. ধন্যবাদ Thank you very much. Thank you. Thank you. Des populations qui ont malgré tout réussi en quelques mois seulement à se reconstruire et à reconstruire une vie sociale et des habitudes. Mais tout le monde ne prie pas pour autant. Nous rencontrons cet homme qui nous raconte son histoire. Et à la fin de la prière, les fidèles laisseront place aux médecins. The plan is that we have just sent the messengers so that they can inform everybody who are here if there is any patient, then they are asked to bring them here and we will restart the treatment. Et en quelques minutes seulement, ils sont des dizaines à affluer. Et les symptômes sont souvent les mêmes. Grave cas de diarrhée, affection respiratoire, maladie de la peau,
et malnutrition, touchant principalement les nourrissons. Mais très rapidement, now the people started to gather all from all around, you know. What can I say? People, their demand is very high and we cannot supply that kind of demand. l'équipe s'adresse alors aux responsables du bloc, à quelques mètres de là. He's a leader of this area, okay? So we are saying that please give us a place to sit. And there should be no any crowd. So he's saying that I have a place in house, inside the house. Une tente qui ressemble à toutes les autres. Un espace cuisine avec des ustensiles, des réserves de nourriture, un espace pour les enfants. L'équipe médicale prend place dans ce qui sert de salon pour accueillir les gens. Mais très rapidement encore, ils sont des dizaines à affluer. Avec toujours les mêmes symptômes. It's just because of the humidity and they cannot take shower, they have no sanitation, they have no place to warm their clothes, and because the wet clothes they keep on putting it and it becomes okay. Il est temps de se remettre en route. En chemin, nous rencontrons l'une des nombreuses autres équipes humanitaires présentes sur place. Des médecins et infirmiers australiens présents sur le terrain depuis plusieurs semaines déjà. Back this afternoon? Will they be back by this afternoon? Cam fait partie des backpackers medics. It's not working. Usually it works all the time. Oh, that's the trick. I don't have candy. Next time, huh? Bye-bye. Wasn't here 4 days ago. Yeah. They build everything so fast. Bamboo and string and tarp, so efficient. Soigner les plus démunis est une vocation pour l'infirmière. La jeune femme n'a pas hésité à prendre 15 jours de congé pour venir jusqu'ici. You can sit down. Sorry, just a little pinprick. Sorry, buddy. Please? I'm sorry, little man. Diarrhea no. He's got a fever. He's quite unwell. He needs to go to the Malaysian field hospital. He looks chronically malnourished. He's got some new symptoms that are worrying, and I think if he doesn't be seen by a doctor, he's going to deteriorate very quickly within the week. It looks bad. Yeah. Thank you. There's a lot of diseases and problems here that I've never seen in my life and not even in a textbook. So it's really hard for me to know exactly what to do, but luckily we have some good contacts now that we can refer them to. So that's why I still feel that we can make a difference, because even if we can't necessarily cure them in the moment, we can take them to people who can at least help a bit more. Cam et ses collègues, eux aussi, parcourent chaque jour plusieurs kilomètres à pied pour couvrir ce camp si vaste. Et à chaque fois, c'est le même scénario. Des dizaines de femmes, d'enfants et d'hommes qui attendent pour des soins. Nombreuses sont les blessures par balle, preuve s'il en fallait, des exactions commises par les soldats birmans.
This is the exit wound from the gunshot. When we saw this first, it was a much wider wound. But the main thing is he's had really poor post-surgical care. His wounds have not been looked after, and the clinic that he has been going to have been using incorrect dressings, and it's not healing as it should be. Les traumatismes sont évidemment omniprésents. How about we have a biscuit? You all have one? You have one? Lo. Danatelo. Danatelo sana. Keep them for later. Beaucoup de femmes et de jeunes filles ont été violées par les hommes de l'armée voisine. It doesn't stop. We have to, because we have certain time limits and we have to be out of here before dark, so we have to cut at a certain time and just treat as many as we can during a day. Follow-ups, some of them that we've already treated, but yeah, we can't treat all of them at the end of the day. Et pour parer aux situations d'urgence et à la nécessité d'apporter des soins au quotidien, les Backpacker Medics mènent une politique de formation. Plusieurs réfugiés se sont portés volontaires pour se former aux premiers soins. These gentlemen have been with us, training with us the last 2 weeks, and we've trained them on, how to do all the basic first aid things and how to stretcher carry patients out for emergencies. But also we wanted them to be able to do simple dressings because that's something that's very common around here. So they're just practicing on this young child. Plusieurs semaines donc que l'ONG forme des dizaines d'hommes. Ce groupe vient de terminer sa formation. Aujourd'hui a lieu la remise de diplômes. From now on, it'll be all of your responsibility to keep training and teaching each other. Mohammed Kausar Ayum. Forward. Congratulations. Well done. They'll be able to train each other in these skills and sort of hopefully spread out across more of the camp area to provide sort of basic first aid and care and a means of transport to get to care for those in the real remote areas of the refugee camp. So the plan now is, because they need this area this afternoon, and we want to move a little bit deeper up, a little bit north, that hasn't seen any medical care, and see if we can start treating people there, just see what we find when we get up there. Et pour rejoindre cet autre bloc, il faudra encore marcher des centaines de mètres. রে মন আমার কেন বাঁধো দালান ঘর একদিন মাটির ভিতরে হবে ঘর রে মন আমার কেন বাঁধো দালান ঘর রে মন আমার Ces tentes oranges, en haut de la colline, ont été installées il y a seulement 2 semaines. La tragédie qui frappe les Rohingyas semble loin d'être terminée. Une tragédie qui dure maintenant depuis 40 ans. Les Rohingyas sont considérés par l'ONU comme l'un des peuples les plus persécutés au monde. Ils représentent aujourd'hui un peuple apatride d'1 300 000 hommes, femmes et enfants. Réfugiés aujourd'hui pour la plupart ici, sur ces centaines d'hectares, dans le camp bangladais de Kutupalong. Le plus grand camp de réfugiés au monde. হবে ঘর রে মন আমার কেন বাঁধো দালান ঘর রে মন আমার
কেন বাঁধো দালান ঘর। Et l'on accueille le réalisateur de ce reportage, Maël Benoliel. Maël, bonsoir, merci d'être avec nous et merci pour ce document bouleversant. Comment se sont passés ces quelques jours de tournage sur place? Écoutez, je garde le souvenir d'un séjour particulièrement intense sur le plan émotionnel que physique. 4 jours de tournage assez difficiles, des allers-retours quotidiens depuis la ville de Cox's Bazar où nous étions logés jusqu'au camp. Et puis une fois dans le camp, donc des heures avec les équipes humanitaires à marcher sur des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir accéder aux endroits les plus reculés de Koutoupalong. Et donc ce que j'ai vu là-bas, je ne l'avais jamais vu ailleurs, pas dans les camps de réfugiés palestiniens en Cisjordanie ou en Jordanie, pas même dans les camps de réfugiés en Irak où il y a pourtant aussi évidemment beaucoup de misère, mais ces camps sont, je dirais, mieux organisés et mieux gérés, car aussi beaucoup plus petits de par la taille et du nombre de réfugiés qui y vivent. Et donc c'est la raison pour laquelle le camp de réfugiés de Koutoupalong est en fait différent de tous les autres, parce qu'il est immense. Nous parlons d'un camp d'1 million de personnes, des personnes livrées à elles-mêmes, qui se sont construites leurs propres abris faits de bambou et de bâches en plastique. Alors énormément de souffrance et de misère par rapport à nos vies d'occidentaux finalement. Et le plus difficile, c'est certainement, en tout cas pour moi, ça a été de voir tous ces enfants en bas âge. Beaucoup se baladent, on le voit dans le film, nus comme des vers, et jouent avec ce qu'ils trouvent, des objets de récupération ou des morceaux de plastique. Et puis il y a cette impression sur place qui ne vous quitte jamais finalement, celle que tout le monde est malade et a besoin de soins. Alors la situation des Rohingyas aujourd'hui au Bangladesh est quand même meilleure que celle en Birmanie d'où ils se sont fait chasser, car à Koutoupalong au moins ils sont en sécurité, même si il manque de tout, et c'est vraiment une fois sur place qu'on s'en rend compte et que c'est vraiment criant. Alors nous le disions dans le film, c'est un peuple apatride. Oui, apatrides, car dans les faits, les Rohingyas ne sont ressortissants d'aucun pays. Alors évidemment pas du Bangladesh, encore moins de la Birmanie, puisque dans les faits, en 1982, depuis 1982, les Rohingyas sont privés de la nationalité birmane. Alors c'était à l'occasion d'un recensement de la population organisé par les autorités dans tout le pays qu'il a été décidé de leur retirer de facto leur citoyenneté. Alors le motif invoqué à l'époque, c'est celui que les Rohingyas en fait n'ont jamais pu prouver leur présence dans l'état de Rakhine avant 1799. Et en fait, cet état de Rakhine, c'est de là-bas dont ils sont originaires. Et en tout cas, ils clament leur droit de vivre là-bas. Alors, une précision importante, c'est que la Birmanie n'a pas annexé cet état de Rakhine avant 1948 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, finalement. Cette région du monde, on le précise, a toujours été sujette à des conflits d'ordre ethnique. Oui, il est intéressant également de noter que cette région a toujours été effectivement sujette à des crises autour et avec des réfugiés. Par exemple, la station balnéaire bangladesh de Cox's Bazar où nous étions porte ce nom en hommage au capitaine Hiram Cox. Alors un officier de l'armée britannique du XVIIe siècle, au moment encore où le Bangladesh faisait partie des Indes britanniques, et ce Hiram Cox fut désigné par ses supérieurs pour tenter d'endiguer déjà à l'époque un problème de réfugiés. Alors mission à moitié accomplie pour lui, pour le capitaine Cox, puisqu'il permet la réinsertion à l'époque d'un certain nombre de réfugiés, mais il meurt avant la fin de sa mission. Et alors laissez-moi juste revenir sur la situation des Rohingyas en Birmanie depuis 1982. En fait, la minorité, c'est une minorité musulmane. Elle a été donc exclue de la liste des ethnies reconnues par la Birmanie, qui est un pays à plus de 95% bouddhiste. Et donc ça fait au moins 40 ans que les Rohingyas sont dans la ligne de mire des autorités birmanes. Alors dans le meilleur des cas, seulement des discriminations, puisque les Rohingyas n'ont jamais eu accès aux services publics birmans, les hôpitaux, les écoles, ils n'ont même pas le droit de travailler. Et dans le pire, donc, on l'a vu, des exactions et des persécutions de la part de l'armée birmane. Alors il faut préciser que pendant des décennies, la Birmanie, et vous l'avez dit dans votre lancement, a été contrôlée par une junte militaire, une armée qui a encore beaucoup de pouvoir jusqu'à aujourd'hui, notamment dans l'état de Rakhine, qui a été véritablement le théâtre d'horreur ces derniers mois. Et on va en reparler, mais vous parlez d'horreur. L'ONU a prétendu
condamné en tout cas ces dernières semaines, évoque très clairement un génocide. Oui, tout à fait. Cela fait en fait déjà quelques mois que l'ONU parle d'un génocide pour décrire la campagne de répression contre la minorité musulmane de Birmanie. Et plus le temps passe, plus l'ONU en fait semble sur des charniers avec des dizaines de corps à l'intérieur ont même été retrouvés ces dernières semaines. Alors de son côté, les autorités birmanes démentent évidemment catégoriquement ces accusations. Pour elles, la Birmanie n'a fait que se défendre contre des attaques de l'armée du salut des Rohingyas de l'Arakan, autre nom donné à l'État de Rakhine. Alors c'est vrai que l'ARSA, cette petite milice Rohingya qui revendique le fait de pouvoir vivre en paix en Birmanie avec les mêmes droits que tout le monde, est active depuis seulement 2016, c'est une précision importante, a finalement décidé de prendre les armes et attaquer des postes militaires birmans courant août 2017. Et donc la Birmanie a pris comme prétexte elle a justifié sa campagne de répression en réponse à ces attaques. C'est donc effectivement un prétexte, vous venez de le dire, pour poursuivre finalement une politique d'exaction qui dure depuis des décennies. Et cette dernière campagne de répression a fait quand même environ 10 000 morts côté Rohingya et a poussé près de 700 000 d'entre eux à fuir vers le Bangladesh voisin. Alors vous étiez au Bangladesh fin décembre dernier. Depuis, beaucoup de choses se sont passées et notamment des discussions diplomatiques qui sont mises en place entre la Birmanie et le Bangladesh. Oui, on va en parler, mais on fait le point tout de suite sur ces événements en images. Presque 8 mois déjà se sont écoulés depuis le début de la nouvelle vague d'exactions de l'armée birmane contre la minorité musulmane de l'État de Rakhine. Des exactions qui perdurent jusqu'à ce jour. Des centaines de Rohingyas continuent de traverser la frontière du Bangladesh chaque semaine. Et pourtant, dès novembre 2017, un accord a été conclu entre les deux pays voisins pour le rapatriement des réfugiés sur une base volontaire. Mais comment revenir dans une région qui est toujours le théâtre d'atrocités? On n'y retournera pas, même si le gouvernement du Bangladesh a trouvé un accord. Nos vies ne sont pas encore sauvées là-bas. Ils vont nous tuer, ils vont nous tuer. Ils vont torturer nos femmes et les violer. Ils vont creuser des trous et nous jeter dedans. Ils feront tout ça si nous y retournons. De son côté, l'armée birmane n'hésite pas à communiquer ces dernières semaines. Elle organise des voyages de presse très encadrés dans certains camps qui ont été mis en place en vue du retour des réfugiés, selon elle. Nous avons construit ce camp pour les Rohingyas. C'est ici que nous les enverrons après les avoir contrôlés. Un plan de communication bien rodé, car dans les faits, certains des villages de la minorité musulmane qui ont été détruits ou brûlés au plus fort des violences sont aujourd'hui remplacés par des bases militaires birmanes. Pour nous, c'est très clair qu'il s'agit là d'une militarisation du nord de l'État de Rakhine. Dans de nombreux endroits, l'armée s'approprie des terres pour construire des bases militaires. Et quand ce ne sont pas des bases militaires qui remplacent les villages détruits, c'est la population bouddhiste qui vient s'installer sur des terres fuies par les Rohingyas, comme ici, à Kontangkok, dans ce nouveau village installé sur d'anciennes terres appartenant à la minorité musulmane. Il y flotte désormais des drapeaux bouddhistes. On ne partira pas, même si les Rohingyas reviennent, on résistera. S'ils nous intimident dans notre pays, nous n'irons nulle part. D'autant plus que le nettoyage ethnique se poursuit toujours selon l'ONU. C'est aujourd'hui une campagne de terreur et de famine qui est menée par l'armée birmane. L'ONU se dit d'ailleurs de plus en plus convaincue que les crimes commis à l'encontre des Rohingyas portent les marques d'un génocide. Si nous regardons la Convention sur la prévention des génocides, tous les éléments sont là. Les investigations doivent cibler ceux qui ont donné les ordres et perpétré des violations des droits de l'homme. Les personnes à la tête du gouvernement ne sont pas intervenues pour arrêter ou condamner ces actes et ils doivent aussi en être tenus responsables. Des investigations compliquées à mener, car l'État du Rakhine, d'où sont originaires les Rohingyas, reste interdit d'accès aux journalistes, aux diplomates et aux émissaires de l'ONU. Une mise en place d'enquête donc très complexe, puisque vous venez de le dire, pas d'accès ni à l'ONU ni aux journalistes. Oui, effectivement, c'est une partie du monde, une région qui est fermée, hermétique aux humanitaires, aux observateurs internationaux et évidemment aussi aux journalistes. Et d'ailleurs, en ce moment même, en Birmanie, deux journalistes birmans, deux journalistes locaux qui travaillent pour l'agence de presse anglaise Reuters, sont en train d'être jugés pour s'être rendus dans l'état de Rakhine pour y faire finalement leur travail de journaliste. Mais
sans autorisation au préalable. Alors, les autorités birmanes, de leur côté, cherchent absolument à contrôler l'information. Aung San Suu Kyi parle même de désinformation quand il s'agit pour elle d'évoquer ce qui se passe dans l'état de Rakhine. Alors ça, Aung San Suu Kyi, vous la connaissez évidemment, c'est aujourd'hui la porte-parole du gouvernement birman, mais aussi la ministre des Affaires étrangères. Celle-là même qui a reçu un prix Nobel de la paix en 1991 pour avoir été une opposante pacifique à la junte militaire dans son pays. Et aujourd'hui, évidemment, beaucoup de voix s'élèvent contre elle et dénoncent son silence et son inaction. Certains militent même pour qu'on lui retire son prix Nobel de la paix. Elle s'est déjà vue à ce propos retirer un prix il y a quelques jours, celui du musée de l'Holocauste de Washington, qui lui avait été décerné pour son combat en faveur des libertés et contre la dictature en Birmanie. Alors, même si elle n'est après tout pas responsable directement de cette situation, elle devra quand même rendre des comptes, à un moment ou un autre pour beaucoup d'observateurs. Alors retournons dans le camp de Kutupalong. On l'a vu, la situation humanitaire est dramatique, particulièrement chez les réfugiés qui viennent d'arriver. Quels sont les besoins sur place ? Ils sont énormes et il faut préciser que le Bangladesh, le pays qui les accueille aujourd'hui, est un des pays les plus pauvres au monde. L'afflux de 700 000 nouveaux réfugiés en quelques mois ne va évidemment rien arranger à la situation, d'autant que ce pays est déjà surpeuplé. Il y a au Bangladesh quelques 170 millions d'habitants, mais malgré tout, ce pays n'a pas hésité à ouvrir ses portes aux Rohingyas. Alors certains pays lui sont venus en aide, on l'a dit, en majorité des pays musulmans, mais aussi bon nombre d'organisations internationales, mais cela ne suffit pas. L'ONU prospecte ces derniers jours de son côté et lance un appel de fonds d'1 milliard de dollars pour subvenir aux besoins d'1 million de réfugiés Rohingyas, donc entassés à Kutupalong. Et cette somme permettrait de tenir jusqu'à la fin 2018 seulement, c'est vous dire. Et les difficultés sont sans fin pour ces réfugiés, puisque la saison de la mousson arrive, oui. Et c'est une nouvelle épreuve auquel ils vont être confrontés. Comme si un malheur, en fait, finalement, n'arrivait jamais seul. Et c'est effectivement l'OMS qui nous alerte, l'Organisation mondiale pour la santé, en effet, qui nous fait part ces derniers jours de son inquiétude. Alors, outre les besoins toujours plus nombreux en matière de santé à Kutupalong, la mère nature donc s'en mêle et comme si cela ne suffisait pas, déjà la mousson effectivement approche à grands pas dans cette région du monde. Alors les autorités bangladaises, avec l'aide notamment des agences onusiennes, intensifient ces derniers jours les préparatifs pour faire en sorte finalement que les réfugiés soient le mieux protégés dans la mesure du possible. La mousson, c'est effectivement, vous le savez ça, c'est la saison des pluies, donc il y a des risques de cyclones et des inondations importantes sont à prévoir évidemment, et ça augmente la vulnérabilité des réfugiés face aux maladies notamment. Alors de son côté, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a distribué plus de 33 000 kits d'abri améliorés pour les familles de réfugiés, une aide qui paraît très insuffisante au vu du nombre de réfugiés qui vivent à l'heure actuelle à Kutupalong. Merci beaucoup Maël Benoliel d'avoir été avec nous et merci pour ce reportage. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau reportage. Très belle soirée à vous.